Bonsoir, je me présente. Je m'appelle Jeffrey Dungan du comité pour le sain développement de Griffintown. Je suis le porte-parole. J'habite à Griffintown depuis presque 5 ans. Alors, ici, on a un mandat pertinent de l'OCPM, mais c'est 40 plus 4 ans en retard, finalement. Alors, le présent mandat de l'OCPM pour le secteur Griffintown, il aurait été approprié au cours des années 1960. On a décidé que Griffintown, c'était un secteur industriel. On l'a laissé crever, d'un certain sens. Puis, à cette époque-là, il n'y avait pas de l'OCPM. Les outils étaient un petit peu différents, les conditions étaient différentes. Mais ça aurait été très pertinent avant le PPU secteur Peel Wellington de 2008. C'est-à-dire avant le projet Griffintown, c'est là où on aurait dû planifier. Alors, il y a plein d'intervenants qui ont parlé de ça. Je ne vais aller pas trop en profondeur, mais d'habitude, on planifie avant d'exécuter. Alors là, on a au moins 20 projets, plus que 7000 logements sans plan. Alors, c'est ça qu'on a sorti du site web de l'OCPM. C'est ça, c'est beaucoup, disons. Alors, qui est responsable pour la situation actuelle de Griffintown? Pourquoi est-ce que cette consultation-là n'a pas eu lieu avant tous les PPU et projets? Alors, dans les responsables, il y a les élus et la direction du développement économique et urbain de Montréal. Si on se rappelle, il y a 4 ans, M. Tremblay a décidé que, M. le maire Tremblay, que le projet Griffintown, c'est-à-dire le projet de Vimco, c'était approprié d'avoir des consultations au sud-ouest, c'était local, tout. Alors, il a fait le bypass de l'OCPM, même si beaucoup de monde luttait pour l'OCPM, moi inclus, c'était pas clair. Là, il y a la mairesse Jacqueline Montpetit, l'ancienne mairesse du Sud-Ouest. Je dis qu'on a une consultation bidon, je n'hésite pas à le dire, celle qu'on avait au Sud-Ouest. Le résultat, c'était l'adoption du PPU secteur Peel Wellington, dont plein d'intervenants, même politiques, ce soir, ils n'ont pas aimé ça. Donc, à présent, on a M. le maire Benoît Doré du Sud-Ouest, et c'est dans son office qui a l'autorisation de la majorité des projets qui sont en cours maintenant. Là-dedans aussi, il y a la direction du développement économique et urbain de Montréal, puis eux autres, leur mandat, c'est de proposer à l'administration municipale des orientations, des stratégies, des actions, des outils pour le développement de son territoire, notamment en matière économique, d'urbanisme, réalisation de grands projets, design, ainsi que de mise en marché. Alors, on est ici, on part à cause d'un PPU en 2008. Là-dedans, ils ont influencé un petit peu la direction. En gros, c'est ces gouvernements-là qui nous ont amenés ici, qui ont été censés représenter le peuple, planifié à long terme. Alors, on se demande, est-ce qu'il y aurait une motivation pour ne pas consulter avant de développer, et ceci sans un plan d'ensemble? Pourquoi on est ici maintenant, si on connaît que ce n'était pas la bonne manière d'aller de l'avant? Je vais expliquer un petit peu. Alors, voici le triangle des gains, mais là, c'est à court terme. Alors, il y a 3 groupes qui sont présents. Il y a la ville, il y a le promoteur, il y a le citoyen. D'habitude, comment ça marche? C'est la ville va donner le permis, le zonage au promoteur pour que les autres peuvent construire quoi? Ici, c'est des condos. C'est le citoyen qui achète les condos. Avec ça, on augmente la base de taxes et les taxes vont dans les coffres de la ville. C'est normal. Il n'y a rien d'étonnant de ça. Par contre, quand la ville manque gravement de fonds, et quand on a un secteur comme Griffintown qui est hyper sous-évalué à cause du fait que c'est industriel, puis d'un coup ça passe à résidentiel 70 mètres, ça fait en sorte que la ville et les promoteurs sont capables de avancer des projets rapidement, faire beaucoup d'argent. Alors c'est ça, si la ville donne des permis de zonage nécessaires pour le promoteur de construire des condos, là il y a des citoyens qui se mettent dehors pour acheter les premières unités, ceux qui ont le plus de valeur, qui vont faire la spéculation. C'est bon, on remplit ces unités-là, on augmente la base de taxes et ça continue. Alors, d'habitude, quand on est en développement normal, ça se règle par la demande des citoyens et tout, mais par le fait qu'on a Griffintown sous-évalué, ça va trop vite. Alors là, c'est la responsabilité de la ville de régler la flèche à gauche, c'est-à-dire les permis de zonage, pour assurer qu'on a un développement soutenable à long terme. Alors, c'est pas accident que la triangle, ça ressemble à une pyramide. Alors, si on regarde avant 2008, quand Griffintown, c'était un secteur industriel dans un certain sens,
ces terrains industriels ne valaient pas grand-chose. Mais tout d'un coup, puis c'est là où j'ai acheté, par contre, c'était en 2008, okay? Je suis tout en haut de la pyramide. Avec le PPU, secteur Peel Wellington, là, tout a changé. Là, on a des terrains qui ne valaient pas grand-chose, puis d'un coup, on peut construire des tours de 70 mètres dessus, c'est bon. Alors, on a du zonage résidentiel haute densité, c'est-à-dire haut potentiel. La question maintenant, c'est à quel point est-ce qu'on va atteindre la juste valeur de marché? C'est ça pour moi qui n'est pas clair. Parce que dès qu'on traverse ce point-là, c'est comme peak oil, c'est comme n'importe quoi. C'est-à-dire que les personnes qui achètent en bas de cette période, de la pyramide-là, ils vont perdre. M. Bergeron a parlé un petit peu, je suis content qu'il l'a fait. Puis c'est justement ça qui risque d'arriver. C'est si on construit juste tout à court terme, maintenant, cash now, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on dépasse la limite et puis on aura des pertes. Puis si je recule, on voulait des taxes. Puis si les unités toutes perdent en valeur et on perd dans l'équation aussi, tout le monde perd. Alors, en effet, c'est une pyramide. Puis j'espère qu'on peut régler ça un petit peu prochainement. C'est ça ce que je vais présenter tantôt. Alors, c'est ça. Présentement, les promoteurs de la ville courent pour terminer leur projet pendant que les conditions sont propices. Je vais donner un petit cas de ça. Alors, on pourrait dire qu'il y a des projets cannés pour des gains à court terme. Je donne l'exemple du dernier phase 8 à 11, parce que c'est le premier projet qui était dans le quartier historique de Griffintown, côté sud-ouest. Mais plein d'autres projets, c'est la même affaire. Je ne veux pas faire excuser juste celle-là. Mais en gros, pour celle-là, le promoteur était vraiment progressif. Ils ont fait des consultations avec leurs clients, et suite à ça, ils ont fait des améliorations dans le projet. C'était bien. Même s'il y avait Cardinal Hardy comme architecte, ils n'ont rien fait pour promouvoir l'héritage du site, d'en prendre de quoi, malheureusement. Avec ça, ils ont dû changer le zonage, de doubler de 12,5 mètres à 25 mètres pour aller plus haut que les 4 bâtiments historiques avoisinants. Alors, les résidents du quartier m'ont inclus. On a soumis un référendum au sud-ouest, mais le promoteur est allé chercher son renonciation, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire signer 50% des personnes, dire « moi, je ne vote pas ». Puis, suite à ça, ils ont fait une pré-vente avant que le zonage ait été adopté à l'arrondissement. Côté arrondissement sud-ouest, eux autres, ils ont eu des consultations, mais ils n'ont pas fait des améliorations. Les deux choses qu'on a eues, c'est aller regarder comment ramasser les déchets, puis aussi un petit peu de verdissement sur le régulier. Ils n'ont rien fait. Le promoteur a plus fait pour changer son projet que l'arrondissement. Eux autres non plus, vous ne voulez rien savoir de l'héritage du site, même si c'est un site historique, là, c'est Diamond Court. Et à la fin de tout, il y a le PIA qui m'a appelé, le comité pour le développement de Griffintown, pour demander pour la plaque commémorative qu'est-ce qu'on devrait faire. Alors, tout ça pour dire que c'est un projet qui était accéléré. Le promoteur, il a dit clairement qu'il faut qu'on aille de l'avant. S'il y a un référendum, ça retarde notre projet, ça ne marche pas et tout. Ils ont fait leur prévoir, il y a une complicité et tout. Alors, il est clair que les paramètres de ce projet ont été décidés avant les consultations publiques. Et ici, c'est la même affaire. On voit qu'on a des consultations publiques, mais c'est pour déguiser quelque chose. Alors, là, on va en avant vite. C'est un exemple, mais c'est typique du secteur. Mais si on a fait de la collaboration, si on a fait de la planification, si on a fait de la participation, tout ensemble pour avoir un meilleur projet, ça aurait donné. Mais si on met en valeur l'héritage, on a une offre unique et prestigieuse. En fait, c'est ça qui m'a attiré dans le quartier en premier. Et on augmente la valeur foncière. Si on fait une densité appropriée, on a une intégration complémentaire des nouveaux projets avec le patrimoine bâti. On a moins de congestion, on a moins de troubles de comment déplacer les gens là-dedans et tout. Si on a une mixité de l'offre, puis ça, là, on est vraiment grave là, avec des condos solo, mais on a de la diversification, ça donne une communauté, ça donne une viabilité plus à long terme, et ça réduit, très important, la spéculation immobilière, qui est énorme à présent. Et ça prend des infrastructures, des services pour le santé et le bien-être du peuple, même si c'est des parcs à chiens, des choses aussi simples que ça. Et ça augmente aussi la valeur foncière. Alors, souvent, la ville, les promoteurs, ils vont dire non, on ne peut pas réduire le nombre de logements, il faut maximiser chaque site. Mais en fait, à côté de la partie gauche de la balance, on voit que c'est plus de logements qui ont moins de valeur. Mais à long terme, ça se balance, et puis je dirais que c'est encore mieux si on a moins de logements qui ont plus de valeur, même si ce n'est pas une valeur monétaire tout ça, c'est une valeur grosso modo.
Alors, on s'en souvient, il y a M. Greenberg qui a présenté, qui était très bon. On va regarder juste passer à travers vite ces grands enjeux. Puis là, il disait de voir l'ensemble au-delà des projets en motion. Il fallait sauvegarder le patrimoine tout en ajoutant du nouveau, forger des liens intérieurs-extérieurs du quartier, favoriser les déplacements autres que par l'automobile, maîtriser la forme urbaine avec des galeries conquérir l'espace public à l'échelle humaine, chercher une mixité, des synergies, augmenter et améliorer le domaine public, trottoirs, les places, conserver une marge de flexibilité, permettre l'évolution, c'est-à-dire un feedback, et finalement, très important, c'est pour ça qu'on est ici ce soir, j'imagine, il faut engager le grand public dans la transformation. Alors, report card. Bon. Alors, notre professeur Ken Greenberg, avec son test d'urbanisme, c'est quoi qu'on a actuellement? Alors là, on a 20 projets, on a 7000 logements, avec aucun plan d'ensemble. Bon, pourquoi pas. On démolit le patrimoine. Alors, ça fait 4 ans, mais je vous invite à faire un rappel au PPU Sector Grid Peel Wellington. Et regardez tous les bâtiments qui sont en rouge. Ça, c'est tout le patrimoine qu'on a le droit, les bâtiments existants qu'on a le droit de démolir. Donc, presque sans exception. On a le corridor Dalhousie qui va arriver dans son 4e incarnation ce printemps, je pense. Cela, c'est une barrière, là. Ça ne favorise pas le transfert dans des sections. On est rendu 70 mètres, 23 étages, c'est pas à échelle humaine, ça. Surtout pas dans un quartier historique, il y a un train de rue qui date de 200 ans. Là, pas de mixité, c'est majoritairement condo solo, comme on a vu au période des questions. On ferme les parcs à chiens. Là, c'est un petit peu dans les airs, je ne sais pas, mais il y en a 2, puis les 2 sont en péril. On va de l'avant avec emballement, effondrement. C'est tout ou rien, au lieu de faire quelques projets, faire le feedback, voir le quartier se développe dans quel égard, et ensuite planifier des nouveaux projets pour ça. Et la dernière, puis c'est pas pour celle-là, j'espère que cette consultation-là, ça va amener grand-chose, ça va amener de la vraie changement. Mais malheureusement, souvent c'est ça, ce sont les consultations après fait. Et quand on a les recommandations, comme on avait, disons, pour Corridor Dalhousie, Bonaventure, s'ils ne se font pas respectés par la ville, ça ne change pas grand-chose. Alors, en gros, je dirais qu'on a beaucoup de potentiel déjà perdu à Griffintown, mais il n'est pas trop tard, comme Ken Greenberg a dit, comme Phyllis Lambert réitéré et tout. Alors, les conclusions rapides. Cette consultation, il aurait dû prendre place avant 2008, c'est clair. Il y a les gouvernements et la direction du développement économique urbain de Montréal qui sont responsables dans leur part pour nous amener ici. Présentement, on a beaucoup de spéculations qui nous amènent vers emballement, effondrement, qui n'est pas bon à long terme, surtout pour les quartiers. Puis on risque d'avoir plein de condos solo vides là, si les taux d'intérêt montent de 1 ou 2 %. Il y a la ville et les promoteurs présentement qui visent des gains à court terme. La ville pour augmenter la base de taxes, avoir l'argent pour faire leurs projets, les promoteurs pour faire des profits. Les opinions et les contributions des citoyens et des groupes, malheureusement, sont largement ignorées. Et on a un échec complet quant aux recommandations de Kenneth Greenberg. Mais malgré ça, on accorde toujours de nouveaux permis. C'est business as usual et on va de l'avant. Mais on a des recommandations. C'est pas assez bon. Alors, toute première, puis ce comité-là, c'est pas le seul à l'évoquer, mais ça prend un moratoire immédiat des permis de construction, de révision au zonage dans le secteur. Il faut qu'on dise « wow, arrête, vous allez trop loin ». Tout ça. Suite à ça, on a l'OCPM, heureusement. Il faut compléter la consultation secteur Griffintown avec le moratoire en vigueur. Puis ça se peut aussi que le mandat pour ce projet-là, ça soit élargi un petit peu ou modifié, dans le sens qu'on a tous ces projets qui sont là, ce qu'on devrait faire. Mais en gros, il faut qu'on termine la consultation en toute sécurité, qu'il n'y a pas de risque, qu'il y a plein d'autres projets qui rentrent, tout ça. Après, avec les recommandations de l'OCPM, la Ville de Montréal peut préparer un plan d'urbanisme pour le secteur qui est digne d'une ville UNESCO de design et sous la direction des urbanistes de niveau international, des spécialistes dans le redéveloppement et la mise en valeur des quartiers historiques. On n'est pas la première ville dans le monde à avoir un quartier comme Griffintown. On n'est pas les premiers à avoir un débat de comment le mettre en valeur, comment le redévelopper, comment en tirer le maximum de potentiel. Alors, il faut en profiter des expériences des autres
et les amener ici pour qu'on planifie quelque chose qui maximise tout avec les précieuses ressources qu'on a. Puis suite à ça, on recommande qu'il y ait un concours annuel de redéveloppement. Le point très important là-dedans, c'est qu'on limite en mètres carrés le développement par année. On choisit une limite fixe selon les dimensions du quartier et on dit on ne peut pas développer plus que ça. Là, on utilise OCPM encore, on vous aime bien. Pour que chaque année, on se retrouve ici, je ne sais pas pourquoi, mais ça tombe toujours janvier, février, la ville peut préparer des études pour voir dans le secteur sont quoi les besoins actuels. Les promoteurs qui ont les terrains, eux autres puis leurs architectes peuvent préparer des propositions de qu'est-ce qu'ils veulent développer. Et là, avec la participation des citoyens, on peut regarder tous ces projets-là, voir lesquels sont les plus pertinents pour le secteur dans le moment actuel. C'est un peu le feedback évolution dont parle Kenneth Greenberg. Et avec ça, l'OCPM peut faire des recommandations à la ville pour dire écoute, on a juste assez de place pour 3 projets. Ce sont les 3 meilleurs qui sont les plus pertinents pour l'instant. Alors, accordons les permis à ces développeurs-là. Ils vont les faire. Puis là, on aura des projets clés pour aller de l'avant. Tout ça, ça encourage les architectes, ça encourage les urbanistes, ça encourage les promoteurs, ça encourage tout le monde de faire leur meilleur job. De dire, écoute, qu'est-ce qu'on a à Griffintown, c'est précieux. C'est pas juste de pitcher des condos qui pourraient être à Brossard. Il faut faire quelque chose avec. Et ça va les motiver à faire plus. Très important de suite, il faut apprendre de nos erreurs. Alors, ici à Griffintown, on a fait plein d'erreurs. Il y a des autres secteurs dans le Grand Montréal qui ont des conditions un petit peu semblables. Puis très important, c'est d'appliquer ce qu'on a appris ici à ces secteurs-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on planifie d'abord, et suite à ça, qu'on inclut la population dans les consultations, et on utilise toutes les ressources disponibles à nous autres pour avoir les meilleurs projets. Parce que Montréal, c'est une super ville, je l'adore, puis j'aimerais le voir améliorer encore. Alors, dernière chose, juste pour dire, Griffintown du potentiel. Il y a plein de monde dans le quartier, plein de groupes, le comité inclus, qui travaillent depuis longtemps pour proposer des alternatives, montrer des choses qui sont viables économiquement dans tous les sens. Alors, par exemple, sur notre site web, on a ajouté la contribution de plein de monde pour une vision du quartier. Ça existe, puis il faut juste nous en parler. Alors, en gros, je vais juste conclure à dire que ça ne manque pas d'idées de redéveloppement de Griffintown. Ça ne manque pas le potentiel. Il y a une histoire de qualité mondiale, mais ça manque la volonté de le faire. Quand je me suis installé dans le quartier, je voyais ça comme du potentiel. Et je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tout le monde qui contribue à le redéveloppement de Griffintown, un site magnifique, pourquoi ce n'est pas le highlight de leur carrière de travailler là-dessus? Pourquoi c'est toujours en lutte pour avoir quelque chose qui a de l'allure? Alors, en gros, c'est ça ma présentation. Je vous remercie pour votre temps.